Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Plusieurs copies des enregistrements de Mohamed Merah ont circulé parmi la police, soupçonnée aujourd'hui d'être à l'origine de la fuite. TF1 défend le droit d'informer. Droite et gauche déplorent la douleur ravivée des familles des victimes. Mettre la France en mouvement, objectif affiché de François Hollande à l'ouverture de la conférence sociale, initiative bien accueillie par les partenaires sociaux. Il n'y a pas de temps à perdre, précise le chef de l'État, mais il ne faut rien attendre avant plusieurs mois. Le Sénat en passe d'abroger la dernière mesure législative voulue par Nicolas Sarkozy, la majoration de 30% des droits à construire. Les centristes rejoignent la gauche pour juger la mesure inefficace pour le logement. Et puis les invités du 19h, la Joanneau, le secrétaire national du Parti de gauche, François Delapierre. Également avec nous tout à l'heure, Jean-François Robin de la banque Natixis pour une première historique. Comme l'Allemagne, la France gagne désormais de l'argent en s'endettant. Les investisseurs, en effet, achètent notre dette à taux négatif. Et puis avec nous également tout à l'heure, l'historien William Blanc. Le procès fait à Laurent Deutsch pour son best-seller Métronome, apparemment sujet à caution. Les interrogations sur l'action des services de renseignement relancées donc par la révélation des échanges entre Mohamed Merah et son agent traitant des services de contre-espionnage, Claude Guéant, qui dirigea comme ministre de l'Intérieur les opérations menées par le raid lors du siège de Toulouse, déplore aujourd'hui qu'un traumatisme et une douleur considérables soient réveillés. Mais c'est bien la question d'un loupé qui est réveillé, du moins dans la période ayant conduit aux attentats terroristes. Marie Lebon. Les extraits diffusés hier dans l'émission 7 à 8 contenaient des informations très importantes. Face à l'indignation des proches des victimes et au ministère de l'Intérieur qui lance de son côté une enquête administrative, la chaîne TF1 s'est justifiée et s'est défendue de tout sensationnalisme. Je pense que ce document prouve que jusqu'au bout de l'assaut, les négociateurs ont essayé d'arrêter Mohamed Merah et de l'arrêter vivant. Pour Catherine Ney, directrice de l'information du groupe, un tel document contribue à tenter de comprendre la folie meurtrière du jeune Toulousain, responsable de l'assassinat des 3 parachutistes à Toulouse et Montauban, puis des 3 enfants et du père de famille de l'école juive de Toulouse en mars dernier. L'inspection générale de la police nationale a quant à elle été chargée de mener une enquête sur la diffusion de ces enregistrements par TF1. La bande sonore a d'ailleurs été placée sous scellé. Ouais, Emmanuel Valls donc estime qu'il faut aller jusqu'au bout pour reconnaître les auteurs des divulgations de ces enregistrements donc qui ont été dévoilés par TF1 hier soir. Une conférence et non pas un sommet social. Sommet, ça commence par un S comme Sarkozy, fait valoir le ministre du Travail Michel Sapin. L'initiative de François Hollande vise donc d'abord à tourner la page des sommets sociaux où tout était décidé à l'avance, dit-on à gauche, mais en retour, François Fillon déplore ce soir la perte d'une année du temps précieux pour l'économie française, dit l'ancien Premier ministre. Sandra Cerquera a suivi la première journée de ce dialogue social au Conseil économique et social. Pour François Hollande, plus question de recevoir les syndicats quelques heures et d'imposer les annonces. La volonté de rupture passe aussi par le choix du lieu. Le Conseil économique et social n'est pas l'Élysée, mais le temple des corps intermédiaires. Le moment est venu de mettre la France en mouvement et il n'y a pas de temps à perdre. Sur le fond, le chef de l'État promet de ne pas rester inactif devant les plans sociaux, annonce le lancement des contrats de génération l'an prochain et rappelle la nécessité de réduire la dette. Pas de mesures d'urgence donc, mais la volonté d'entamer un long processus de négociation, un changement de méthode qui verra le dialogue social inscrit dans la Constitution. Le fait que pour une fois dans notre pays, nous allons nous comporter comme un pays civilisé en matière de dialogue social est pour la CFDT quelque chose de très important. François Hollande donne rendez-vous aux syndicats dans un an pour faire le bilan, mais donner la chance au temps long peut être risqué en période de crise, d'autant qu'en France, les syndicats ont du mal à s'entendre et préfèrent souvent laisser l'État prendre les mesures impopulaires. Et des propositions ont d'ores et déjà été avancées, notamment pour favoriser l'égalité professionnelle homme-femme. On parle d'un nouveau décret. D'autres sujets sont plus délicats. Syndicats et patronat n'ont par exemple pas du tout la même approche des licenciements. L'ambiance du côté des partenaires sociaux aujourd'hui avec Elisa Bertolomé.
Tous présents, mais pas pour les mêmes raisons. À la conférence sociale, représentants des salariés et du patronat sont surtout venus défendre leurs propres intérêts. Malgré leurs divergences, les syndicats affichaient au moins une même priorité, l'emploi. Mais qui pour le MEDEF passe par plus de déréglementation et une refonte du coût du travail. Il faut donc avoir d'urgence à la fois une politique économique et une politique sociale qui permettent de restaurer les marges des entreprises et de faciliter aussi le bon fonctionnement du marché du travail. Au contraire, chez les syndicats de salariés, pas question de toucher au travail. Les organisations réclament avant tout des mesures d'urgence pour l'emploi des jeunes et des seniors. FO et la CGT font même pression pour un retour complet à la retraite à 60 ans. Objectif, des mesures concrètes, rapides et efficaces. Il ne faut pas que sous couvert de négociations avec le patronat, on tergiverse sur des sujets d'urgence. La redéfinition du licenciement économique, la mise à plat des aides publiques versées aux entreprises, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, la lutte contre le travail illégal. Voilà autant de sujets qui appellent une présence plus active de la part des pouvoirs publics et du gouvernement. Il n'empêche, malgré une même priorité, les syndicats affichent leurs désaccords. Et chacun reste campé sur ses positions. Ce sera donc au gouvernement de trancher et aux 7 tables rondes de les départager. Les invités du 19h, donc Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris, bonsoir. Bonsoir. François Delapierre, secrétaire national du Front de Gauche, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous a rejoint Jean-François Robin, qui est stratégiste à la banque Natixis, bonsoir. Pour une première historique aujourd'hui, alors que François Hollande ce matin a redit l'impératif de réduire la dette, un choix pour la croissance, pas pour l'austérité, a martelé le chef de l'État, eh bien la France a emprunté à des taux négatifs, 6 milliards d'euros, pour lesquels les emprunteurs acceptent donc de recevoir une rémunération de moins 0,005%. Alors Jean-François Robin, d'abord on cherche à comprendre un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire moi je vous prête 100 et vous me rendrez 95. Ben là, on n'est plus du tout dans une problématique d'investissement ou de choix de placement d'argent. On est dans plutôt une problématique de sauvegarde de son argent. Et on voit que la France, finalement, reste parmi les pays les plus sûrs. Donc ce qui est arrivé à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à l'Autriche, est en train d'arriver à la France. C'est-à-dire que les sacrifier des intérêts pour préserver leur capital, c'est plutôt la conséquence de la grave crise qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Dans cette crise, aujourd'hui, la France donc ne fait pas peur aux investisseurs. Non, non, elle est du bon côté du marteau, hein. Elle est du côté du manche, effectivement, et elle est plutôt dans ceux qui bénéficient des investissements, plutôt encore une fois dans de la préservation de capital, hein. C'est plutôt des logiques de flux, c'est-à-dire qu'on a d'abord été vers l'Allemagne qui est devenue très très chère avec des taux très négatifs, et ensuite vers les Pays-Bas, et puis on déroule comme ça, et la France est un petit peu la suivante sur la liste, mais c'est vrai que ça prouve que la France est plutôt du côté des dettes les plus liquides et les plus sûres. J'ai envie de dire surtout les plus liquides, hein. Bon, d'accord. Bon, mais donc malgré notre croissance en berne, malgré nos déficits, notre dette, notre pays rejoint ce club fermé des pays donc qui bénéficient de taux négatifs. On avait cité notamment l'Allemagne en disant ben voilà le fruit de la bonne santé de l'Allemagne, elle a des taux négatifs. Elle n'est plus la seule, la France aussi. Il faut remercier 2 pays, l'Allemagne qui est devenue trop chère, donc on cherche une alternative un petit peu moins chère, et puis il faut sans doute remercier aussi les Espagnols qui sont en train de faire très peur à tous les marchés financiers, et du coup on ne va plus acheter de titres espagnols, plus de titres italiens, et on va vers des titres qui seraient susceptibles de pas trop faire perdre d'argent, même si la zone euro devait exploser quelque part. D'accord. On rappelle que l'Espagne emprunte aujourd'hui à plus de 7%. Hein. Est-ce que, selon vous, les marchés sont rassurés par ailleurs par les mesures d'austérité qui ont été annoncées par le gouvernement? Je pense à la pression fiscale accrue et puis à la réduction des dépenses publiques. Je crois que les marchés sont surtout très très inquiets de la situation de la zone euro dans son ensemble et qu'on n'accorde pas tellement d'importance à ce qui est en train de se décider en France. C'est moins le franco-français qui prime que le contexte global européen où on est sans doute au moment le plus grave de cette crise souveraine finalement. Et c'est l'inquiétude générale qui explique sans doute les taux d'intérêt français, pas tellement les mesures sur les décrets ici. Ah bon, d'accord. Alors vos réactions, Chantal Joanneau, François Delapierre. Chantal Joanneau, on a l'impression donc, c'est un fait objectif, que la France s'enrichit en s'endettant. C'est une grande première historique. On parle de spéculation et on parle de choix par défaut. Hein. Donc ne crions pas victoire trop vite. Et comme vous l'avez très justement dit, le problème c'est celui de la zone euro dans son ensemble. François Delapierre. Moi je le prends comme un signe que l'inquiétude financière n'est pas réglée. Au contraire, il y a le sentiment que la zone euro peut éclater, qu'il y a peu de dettes qui sont sûres, en fait, et de moins en moins de dettes qui sont sûres. Donc il y a
ce qu'ils appellent, si je ne me trompe pas, la fuite vers la qualité. Donc, ils préfèrent, ils s'achètent un coffre-fort, quoi. C'est ça. Plutôt que de l'investir. On leur fait payer des frais de garde, en quelque sorte. Il n'y aura pas de croissance. C'est aussi la conséquence de ça. Ils se disent, il n'y aura pas de croissance. C'est pas le moment de faire des investissements productifs. L'économie, on met notre argent quelque part, on sait qu'on va le retrouver. Bon, à peine rogné, c'est pas non plus des taux terribles, mais plutôt que de le mettre dans l'activité. Et c'est quand même assez, moi je le vois comme un dysfonctionnement. Tout cet argent qui sert à rien, que la Banque centrale prête à des banques qui ensuite vont le reprêter à la France. Jean-François Robin. Oui, et puis il y a des arguments. Oui, moi je pense complètement. Et en plus de cela, il y a des arguments très techniques. Avec la Banque centrale européenne a baissé ses taux, on l'a vu la semaine dernière, et notamment son taux de dépôt à 0%. Donc, ce qui veut dire que il n'y a plus du tout d'intérêt à la Banque centrale européenne et qu'on va plutôt aller chercher les titres d'État très courts. À l'instar de ce qui vient de se passer. Allez, le sommet social. Donc François Hollande a clairement dit ce matin qu'il fallait faire évoluer notre modèle social pour mieux le garantir. Comment est-ce que vous recevez ce postulat d'abord, Chantal Joanneau? Faire évoluer notre modèle social, c'est le président Hollande qui le dit. On ne va pas le condamner par avance, ça ne sert à rien, mais simplement cette volonté systématique de dire que tout ce qui s'est fait avant était forcément mauvais et qu'on va tout révolutionner, que ce sera mieux après. Soyons un peu modestes et prudents. J'aime pas cette manière de toujours dire que tout ce qui a été fait avant était mauvais et n'a conduit à rien. Voilà, donc j'attends surtout de voir les résultats. Qui se veut effectivement en rupture avec la rupture, ce qui ressemblait, dit-on, à la négociation sociale avant. Attendons de voir les résultats et malheureusement, effectivement, les résultats dans un an, je ne suis pas sûre que nous ayons un an. Faire évoluer notre modèle social, est-ce que c'est une formule qui vous fait peur? Moi, je suis d'abord content qu'il ait renoncé à une des choses qu'il avait annoncées dans sa campagne, c'est que le résultat de la négociation sociale aurait plus de valeur que la loi. C'est ce qu'il avait dit à un moment donné, il voulait l'inscrire dans la Constitution. On en est revenu à quelque chose de beaucoup plus républicain, c'est-à-dire que la Constitution reconnaîtrait la nécessité du dialogue social, mais sans qu'un accord entre des intérêts particuliers prenne le pas sur une décision des représentants du peuple au nom de l'intérêt général. Donc ça me réjouit. Je vois que Mme Joanneau n'est pas de mon point de vue. Et après la rupture, pour ce qui nous concerne, on l'attend sur le contenu des politiques. Et c'est pas simplement de réunir les gens. Dire le rôle des ministres, là, les ministres animent les tables rondes. Ce sont pas des modérateurs, comme on dit dans les colloques. Ils sont pas là pour passer la parole. Ils représentent la société. Ils ont été, ils sont issus d'une élection. C'est ça la concertation. Oui, mais enfin ils sont issus d'une élection. Les Français se sont exprimés. Ils ont dit quelque chose en changeant la majorité et en congédiant M. Sarkozy et ses amis. Et notamment qu'il était temps qu'il y ait un autre partage des richesses dans ce pays. Malheureusement, c'est pas la décision du gouvernement sur le coup de pouce au SMIC ne va pas dans ce sens-là. Donc nous, on attend des changements de fond dans les politiques qui sont menées, pas de style. Bon, même si c'est toujours mieux, mais... Non, un élément, parce que sur la négociation sociale, moi j'ai toujours été favorable à ce que la négociation sociale, quand elle est unanime, quand elle est par consensus, puisse l'emporter sur un acte réglementaire ou une loi. C'est ce qu'on avait porté d'ailleurs sur le Grenelle de l'environnement. Je crois beaucoup à cette méthode, beaucoup. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Grenelle de l'environnement, ça a très bien marché. Donc sur la méthode, moi je suis plutôt favorable au contraire à ce que quand il y a un consensus, mais un vrai consensus, évidemment, c'est pas un rapport de force, que ça puisse l'emporter sur la loi ou le règlement. Parce que quand ça revient vers la loi, en général, chacun y va aussi de ses intérêts particuliers et modifie la loi dans son sens. Quelles sont les mesures concrètes que vous aimeriez voir prises aujourd'hui pour le Front de gauche, par exemple? On parle beaucoup donc du dialogue social. Parce que pour l'instant, les interventions, c'est surtout sur la méthode. Une des manières de garantir le dialogue social, c'est de donner des droits nouveaux aux salariés. Parce que s'il y a juste une obligation d'information, par exemple, on va fermer un site, alors il faut recaser les gens. Donc un plan social peut être cassé par la justice si jamais il n'obéit pas à un certain nombre de règles. Mais il n'y a pas de pouvoir de décision des représentants des salariés sur des décisions stratégiques, ce qui consacre aussi le pouvoir de l'actionnaire dans l'entreprise. Donner des pouvoirs aux salariés, ce serait une manière concrète de bloquer des décisions de licenciement qu'on appelle les licenciements boursiers. Ces salariés ne sont pas fous. Si la santé de l'entreprise est en cause, ils accepteront des sacrifices. Si par contre c'est une décision qui est prise seulement dans l'intérêt des actionnaires, ils s'y opposeront. Et là, le patronat sera obligé vraiment de discuter, de convaitre, d'avoir des arguments. Face aux plans sociaux, l'État ne sera pas inactif, dit François Hollande. Ben oui, mais il n'a pas dit en quoi. Il n'a pas dit comment se traduisait cette proclamation. Parce que, quelque part, on a eu un État qui n'était pas inactif. Nicolas Sarkozy, on le voyait régulièrement, qui parlait des plans sociaux, il prenait son téléphone, il appelait ses amis, il disait tiens, t'as vu, il y a une entreprise qui bat de l'aile à tel endroit, t'aurais pas un peu de sous à mettre, surtout en période électorale. Est-ce que pour vous, c'est Arnaud Montebourg qui remplit ce rôle-là et que sur le fond, ça n'a rien changé? Il essaye. Bon, j'espère qu'il va y arriver le plus possible, mais dans beaucoup de cas, il n'y arrive pas.
Parce que c'est des décisions structurelles à prendre. Notamment la fermeture d'un certain nombre d'entreprises industrielles, c'est pas je dirais la méchanceté du patron local qu'on pourrait sermonner et convaincre avec un coup de téléphone du ministre. C'est une logique économique. C'est la logique notamment de la rentabilité maximale, c'est le fait qu'il y a le libre-échange. Donc si ça coûte moins cher de produire ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas, la rentabilité actionnariale veut dire qu'il faut fermer et produire ailleurs. Si on ne change pas les règles du jeu, on ne changera pas cette désindustrialisation. Les changements que vous préconisez pour surmonter cette panne de croissance aujourd'hui dans notre pays. Priorité des priorités, c'est l'emploi et c'est les entreprises. Pour préserver les emplois, il faut préserver les entreprises. Pour préserver les entreprises, il faut accepter de parler de compétitivité. Et pour accepter de parler de compétitivité, il faut regarder les choses en face et constater qu'aujourd'hui, les premières mesures annoncées renchérissent au contraire les charges qui pèsent sur les entreprises et sur le travail. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème du salaire net, parce que le salaire net, il est au contraire plus faible qu'ailleurs. C'est le coût global et c'est l'ensemble des charges qui doivent être aujourd'hui mieux réparties sur la fiscalité. Ça, c'est une réalité. Donc le gouvernement a pris des décisions qui vont juste dans le sens inverse. Donc je veux bien qu'on accepte de parler de compétitivité, de dire c'est dramatique tous ces plans sociaux, c'est vrai, mais ne faisons pas l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Arrêtons aussi de parler du patronat comme des personnes qui seraient toutes malveillantes. Je suis contente de voir qu'effectivement vous constatez que sur le terrain, au contraire, c'est des gens souvent qui ont investi leur propre argent, qui ont engagé leur propre maison, qui ont engagé toute leur vie. Moi, mon père, il est chef d'entreprise. J'ai jamais passé une seule vacance, jamais. Alors quand aujourd'hui j'entends des choses aussi terribles que les patrons sont tous des voyous, franchement ça me fait hurler. Donc respectons les entreprises. Respectons et arrêtons de considérer que parce qu'il y a un canard sauvage, c'est vrai, il y en a, petit canard noir, sauvage souvent c'est des bonnes bêtes, mais petit canard noir, le reste est à l'image de cette personne. Je voudrais vous faire réagir, oui, un mot, je voudrais vous faire réagir sur la Fermera. Là, il y a une vision qui est opposée. Et vous avez un point commun avec François Hollande à ce niveau-là. Il a commencé son intervention en disant qu'il y avait un problème de compétitivité lié au coût du travail. Oui, et le travail en France coûtait trop cher, avec la part notamment de la protection sociale. Bon. Mais, qui repose effectivement uniquement sur le travail. L'analyse, elle est différente. C'est que pendant des années, on a essayé la protection sociale qui coûte trop cher en soi, c'est qu'elle pèse complètement sur l'entreprise. C'est son financement. Donc, elle contribue à renchérir le coût du travail. C'est votre vision des choses. Vision en disant ça coûte et pendant des années il y a eu des politiques que Nicolas Sarkozy a poursuivies mais qu'il n'a pas complètement initié de réduction des salaires, de réduction des cotisations sociales, il y a un blocage des cotisations sociales et malheureusement ça donne de la récession, ça n'a pas donné des créations d'emplois. Ça ne donne pas de la récession. Ce qu'on n'a jamais attaqué et ce que ce gouvernement devrait attaquer, c'est le coût du capital. La part de la richesse prélevée par les actionnaires. Là, je ne parle pas du cas du petit patron qui met son propre argent. Je parle de l'actionnaire qui a investi dans une entreprise et qui veut toujours plus et à qui on dit bah oui c'est normal, il n'y a pas de limite. On a largement rééquilibré. Et ça se fait au détriment de l'emploi, des salaires et de l'emploi. On a largement rééquilibré la fiscalité qui pèse sur le capital, la fiscalité qui pèse sur le travail. Ça, on l'a largement fait. D'ailleurs, ça a été constaté. Après, je suis d'accord avec vous. Le drame aujourd'hui des entreprises, non, mais il est largement. Ça a été rééquilibré sur bien des points. On peut les reprendre les uns après les autres. Mais après, le vrai drame aujourd'hui, c'est qu'effectivement, beaucoup de directions industrielles sont en fait des directions financières. Et que l'argument financier, c'est pareil dans les banques, que les banques vont vous conseiller sur des orientations industrielles alors qu'elles n'en ont nullement la compétence. J'aimerais vous poser une question enfin sur la Fermera. Est-ce que vous êtes choqué par la diffusion des conversations lors du siège de Toulouse, on en a parlé au début du journal, ou est intéressé par ce qu'elle révèle de l'action des services de renseignement ? Comment ces services ont été déjoués par le terroriste ? On s'en rend compte en lisant encore Le Monde ce soir qui publie d'autres verbatim. À l'égard des victimes, dans un pays qui malheureusement doit faire face à une hausse des actes antisémites, cette mise en scène qui est peut-être faite pour rattraper des retards de la chaîne en cause n'est pas très glorieuse. Malheureusement, c'est comme ça depuis le début, c'est qu'il y a une forme de spectacularisation de Mera, de cette affaire, qui est une erreur. Parce que c'est ce que recherchent les terroristes. Mais c'était le cas aussi pendant l'intervention. C'est un système un peu médiatique et politique qui veut... c'est un rebondissement, un nouvel épisode du feuilleton, comme on dit, le feuilleton Mera. Bon, c'est triste que l'actualité soit traitée à ce tamis-là, mais ça ne me surprend guère. Merci à tous les deux. Ce qui va vous suivre va vous intéresser, François Delapierre. Plutôt que de s'intéresser à la conférence sociale, qui ne sera pas difficile pour le MEDEF, selon lui, il faudrait s'intéresser à la rentrée sociale. C'est l'avis d'Olivier Besancenot, qui a ses propres soucis. Le NPA, en effet, traverse une crise
Après de nouveaux départs de militants venus du NPA et se dirigeant tout droit vers le front de gauche. On avait d'ailleurs vu ce mouvement durant la campagne présidentielle en faveur de Jean-Luc Mélenchon au détriment de Philippe Poutou. Explication de Nathalie Guillouard. Le nouveau parti anticapitaliste est en crise. Le courant de la gauche anticapitaliste composante du NPA a décidé de quitter le parti ce week-end pour rejoindre le front de gauche. Un vote qui représente 20% du parti, 20% de militants qui critiquent l'isolationnisme du NPA, dont cet ancien membre de la direction, Guillaume Floris. Il y a besoin aujourd'hui d'une gauche radicale, d'une gauche de gauche unie. Et le choix de l'isolement est incompréhensible. On ne peut pas simplement dire ce que dit le NPA, on va se retrouver dans les luttes. Aujourd'hui, il y a le besoin d'une alternative politique et donc d'unir la gauche radicale. C'est un coup dur pour le NPA. Ils étaient 9000 adhérents à sa création en 2009. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3000 militants environ. Pour autant, pas question de s'allier au front de gauche, selon Alain Krivine. En plus, le front de gauche, il y a un vrai désaccord politique. Je veux dire, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on n'y est pas, c'est des partisans du ni-ni. Ils sont ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Nous, on est dans l'opposition de gauche. Surtout quand on voit l'austérité de gauche que nous prépare Hollande, on est dans l'opposition de gauche. Ces conflits internes au NPA existaient depuis quelques mois déjà. Ce sont en majorité d'anciens militants de la Ligue communiste révolutionnaire qui quittent le NPA. Une scission qui profite évidemment au front de gauche. Nous sommes contents quand des camarades venant, que ce soit de n'importe quel courant de la gauche, considèrent que là où ils vont s'y retrouver le mieux en termes de projet politique, c'est le front de gauche. Donc bien évidemment, pour nous, c'est un progrès, c'est une avancée. C'est ça qui est important à voir. Mais ce n'est pas une question de part de marché. Privé de sa subvention gouvernementale due à des scores électoraux trop faibles, ce départ d'une partie des militants fragilise encore un peu plus le NPA. Ah, François Delapierre, votre objectif, c'est d'engloutir totalement le NPA? Non. Moi, ce qui me... L'absorber? Non, écoutez, ils ont fait un autre choix qui était de rester à part. Moi, ce qui me satisfait, c'est de voir que des gens qui étaient malheureux, qui pour une part d'entre eux auraient peut-être arrêté de s'engager, de lutter, de militer, retrouvent un endroit où le faire. C'est mieux que de perdre des gens dans la nature. Ceux qui restent au NPA, s'ils y sont bien, tant mieux pour eux. Il y a de la place pour tout le monde. Proposition de loi UMP pour une fermeture des bureaux de vote partout à 19h. Le sénateur Philippe Dallier a proposé ce texte. Il l'a déposé aujourd'hui avec 30 de ses collègues. Le Conseil constitutionnel avait formulé la même idée il y a quelques semaines face à l'impossibilité d'éviter avant 20h les fuites sur Internet des estimations de vote. Permettre l'agrandissement des maisons avec le minimum de contraintes, la solution voulue par Nicolas Sarkozy juste avant la fin de son quinquennat n'aura pas eu le temps d'être appliquée. Le Sénat va mettre fin en effet demain à la majoration du droit à construire. Explication de Jérôme Rabier. Improvisée, redondante et inefficace, voilà l'avis du Sénat sur la majoration de 30% des droits à construire adoptée dans la précipitation le 20 mars dernier. Dernière loi de l'ère Nicolas Sarkozy, elle devrait être la première abrogée depuis l'élection de François Hollande. Alors qu'elle devait répondre au manque de logement, le Sénat considère qu'elle provoque au contraire un casse-tête pour les collectivités, car d'autres dispositifs sont prévus pour obtenir une majoration des droits à construire, mais sont pour l'instant peu utilisés. Le gouvernement veut aller vite. L'idée, éviter aux collectivités locales d'amorcer une concertation coûteuse et obligatoire, comme l'ancienne loi le prévoyait. Au Sénat, la majorité a reçu le soutien des centristes pour supprimer cette loi. Avec le vote définitif à l'Assemblée nationale prévu à la fin du mois, ce sera un premier symbole du précédent quinquennat qui disparaîtra. Laurent Deutsch, au cœur d'une polémique lancée par la gauche de la gauche au Conseil de Paris. Le comédien est aussi auteur de best-sellers dont le fameux Métronome, 2000 ans d'histoire de Paris, mais nombre d'erreurs factuelles et une vision jugée partisane. Isaura Guillot. Dans cette librairie, le livre de Laurent Deutsch est toujours en bonne place dans les rayons. Avec près de 1,5 million d'exemplaires vendus, son Métronome est un succès. Ce best-seller paru il y a 3 ans revisite l'histoire de la capitale au rythme du métro parisien. C'est un livre d'histoire certes, mais c'est un livre vraiment grand public, donc qui touche à un lectorat beaucoup plus grand que le lectorat que nous on a ici habituellement, qui est plus un lectorat universitaire. Là vous êtes vraiment dans un public, enfin tout le monde en fait a envie de feuilleter ce livre ou de le lire. Si le livre rencontre un franc succès en librairie, l'auteur n'a pas la cote auprès de tout le monde. Pour les élus parisiens du front de gauche, le livre serait orienté idéologiquement. Le comédien est aussi critiqué pour ses convictions royalistes et des erreurs historiques. Monsieur Deutsch est érudit, il sait beaucoup de choses. Il n'y a pas que des mensonges, mais bien souvent il y a ce regard religieux, spirituel et cette exaltation du rôle des rois de France et finalement une mise sous silence du peuple de France qui lui a une histoire qui doit être racontée
tous les mouvements populaires sont souvent décrits comme brutaux et certainement pas comme ceux qui vont porter la promesse d'égalité et permettre que la République s'épanouisse. C'est ce regard-là que je condamne le plus. Le parti de gauche souhaite voir cesser la promotion de métronomes par la mairie de Paris comme outil pédagogique. Dans un communiqué, la mairie répond n'avoir jamais considéré métronome comme un livre d'histoire. Laurent Deutsch reste pour l'instant silencieux face à cette polémique. Et son éditeur également. Et avec nous, l'historien William Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aimez l'histoire pour tous, hein, puisque vous présidez une association d'éducation populaire. J'ai envie de dire, comme Laurent Deutsch, vous aimez partager votre passion. Tout à fait, oui. Je fais beaucoup de vulgarisation. C'est un peu mon métier, parce que je suis aussi conférencier, donc je fais beaucoup de grand public. On sent donc chez Laurent Deutsch cette passion de raconter l'histoire. Mais vous avez noté d'abord beaucoup d'erreurs factuel. Hein. Ouais, alors enfin, je vais pas insister là-dessus parce que le but c'est pas non plus de prendre le marqueur rouge et puis voilà, de prendre le bouquin. Non, c'est pas ça le problème. Le problème en fait, c'est que Laurent Deutsch ne fait pas d'erreur en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va sur la construction du Louvre, par exemple. Oui, non, mais c'est pas une erreur. Il va transformer l'histoire en fait. Il va transformer l'histoire pour que ça corresponde à son idéologie. Il l'a dit en avril sur France Inter. Il a dit l'idéologie ne doit pas être détruite par le fait scientifique. Voilà, donc là, je veux dire, il oppose clairement le fait scientifique à son idéologie, qui est une idéologie royaliste. Donc là, il le dit clairement. Il le dit clairement, voilà. Donc il va jusqu'à inventer des faits. Bon, par exemple, cette histoire de Louvre, il rajoute 7 siècles. Alors ça pourrait paraître une espèce de pinaillage de spécialistes. Bon, c'est vrai que c'est pas, voilà, j'en dors bien. Je veux dire, c'est pas le problème, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait... En fait, c'est l'important, c'est de s'interroger pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il fait ça en fait parce qu'il veut donner une espèce d'image de permanence de l'œuvre des rois en France, pour dire qu'en fait les rois ont toujours été présents à Paris, que c'est eux qui ont construit l'histoire de France, l'histoire de la capitale, dans une espèce de longue lignée à l'événement terrible pour lui qui est la Révolution française. Et d'ailleurs, il le dit, pour lui, l'histoire de France s'est arrêtée en 1793. Donc il a une vision de l'histoire qui est tellement biaisée qu'en fait il fait pas de l'histoire. Sauf qu'il affirme faire de l'histoire. Donc ça pose un problème. À vous suivre, il n'aurait pas le droit d'écrire des livres d'histoire, de prétendre le faire. Ah bah, disons que si... Non, attention, hein. Moi je suis historien, mais n'importe qui peut écrire de l'histoire. Hein. Je veux dire, l'histoire, c'est pas compliqué, il suffit de suivre des règles extrêmement simples. Et les règles, c'est, les faits tombent pas du ciel, il y a des sources, on va prendre les sources, et puis à partir de ces sources-là, on va décrire des faits, on va les critiquer. Est-ce que vous le trouvez convaincant dans son argumentation? Est-ce qu'il peut toucher les lecteurs au plus profond d'eux-mêmes? On connaît au-delà du succès commercial. Mais je pense que c'est un succès surtout qui a été construit en fait. Qui a été construit par des réseaux médiatiques. Je veux dire, si ça n'avait pas été Laurent Deutsch qui avait écrit ce bouquin, il n'aurait jamais vendu plus de 10 000 exemplaires. Donc on est face à une espèce de baudruche médiatique où en fait... Qui a un talent de vulgarisation, évidemment. Hein. Moi, je trouve pas. Non, je trouve pas, parce que la vulgarisation, c'est en fait essayer de faire partager les découvertes scientifiques les plus récentes au plus grand nombre. Là, Laurent Deutsch, il essaie de nous ramener une historiographie extrêmement ancienne, une histoire très vieille du 19e siècle. Et pourquoi c'est passé inaperçu jusqu'à présent? Vous avez le premier tiré la sonnette d'alarme dans une tribune de Libération. Ouais, enfin, j'ai pas été le seul, mais disons qu'en fait, disons que moi, je vais pas parler pour des historiens. Je veux dire, j'en ai pas un blog, donc je suis pas porte-parole des historiens de France et de Navarre. Disons que je pense que c'est toujours difficile pour un historien de venir dans des médias, notamment des médias télévisuels, parce qu'on aime bien prendre notre temps pour développer des choses et tout. Là, vous voyez, on a un temps extrêmement rapide. Voilà, vous êtes en train de prendre vos feuilles et tout. Donc moi, je suis un peu stressé aussi. Donc ce qui fait que... Donc, non, mais vous avez été très clair jusqu'à présent. Dernière question. Qu'est-ce que vous espérez de ce vœu, donc qui sera adopté ou pas? On ne sait pas. Au Conseil de Paris demain. Tout ce que j'espère, c'est aucune censure. Tout ce que je veux, c'est que bien sûr que non. Évidemment, enfin, faut être sérieux. Mais par contre, on veut qu'il y ait un point de vue contradictoire qui soit exprimé, et on aimerait bien que la mairie de Paris nous aide à organiser un grand débat public avec Laurent Deutsch, qui pour l'instant a refusé ce débat public. Ah bah écoutez, on serait très heureux de l'accueillir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous. On lui renouvelle l'invitation, mais pour l'instant, il ne répond pas. Il est peut-être en tournage ou ailleurs, où il prépare son prochain ouvrage. Qui sait. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous.